Bonsoir à tous. Avant de vous laisser découvrir cette vidéo, je tenais à remercier tous les participants qui lui ont permis d'exister. C'est un gros projet qui a pris du temps à mettre en place et qui est né d'une petite anecdote toute simple. C'est à la suite d'un commentaire que j'ai écrit sur une vidéo de Requiem où j'évoquais le Courrier des Enfers et Ayanma que celle-ci m'a fait part qu'elle avait fait une vidéo sur l'anime plusieurs années auparavant. Étant grand fan de cet anime et la légende urbaine qui a servi de base à celui-ci, poussé par la curiosité, j'ai été voir la vidéo. Et là, il y a eu un petit déclic avec la voix de Requiem sur les séquences de l'anime dans la vidéo. L'idée de faire un hommage appuyé à cette série à travers un scénario original, mais en gardant les personnages principaux dans l'intrigue. Et pour moi, seul Requiem pouvait faire la voix d'Ayanma. Par la suite, j'ai découvert qu'elle était autant fan de moi de cet anime, et le projet s'est développé de cette manière. Requiem aiguillant vers des voix qui seraient idéales pour les différents personnages. Dans la vidéo qui va suivre, Kenichiro Towamatsu et son oncle ne sont pas issus de l'anime, tout comme le gangster qui tourmente ces derniers. Tous les autres sont bien présents dans la série. Comme vous vous en doutez, j'ai dû faire quelques compromis pour des raisons de fluidité de l'histoire. C'est pourquoi certains aspects concernant Aon, Ren et Wanyudu ont été quelque peu réduits. Suivant l'accueil porté à cette vidéo, j'en ferai une deuxième qui sera plus concentrée sur les origines d'Ai et ses assistants. Pour finir, je tiens à remercier Samelo qui a eu la grande gentillesse d'interpréter l'opening de l'anime pour le générique. C'est une chanteuse d'un très grand talent qui mérite d'être plus connue. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne grâce au lien en description de la vidéo et partagez ses vidéos au maximum. Même chose pour Stardust From Sun, immense musicien qui m'a fait l'honneur de composer spécialement pour cette vidéo la majeure partie des musiques, à partir des OST de la série. Pour lui aussi, vous trouverez les liens de ces différents supports médias en description. Et je n'oublie pas non plus les 7 conteurs et conteuses qui ont permis de donner vie aux personnages de cette vidéo, qui n'auraient pu voir le jour sans leur voix, à savoir Requiem, Dr Sayuka, Ormos, Shadowless Stories, Sakineko, la tanière du loup-garou et la table du chapelier fou. Pour eux aussi, tous d'un très grand talent, reportez-vous aux liens fournis. Et maintenant, je vous laisse savourer cette aventure spéciale de la Fille des Enfers, concoctée par mes soins, en espérant qu'elle saura plaire à tous, que ce soit les fans de l'anime, comme ceux qui la découvrent. La Fille des Enfers. La rancœur d'un être humain se divise en plusieurs morceaux. Il y a ceux qui pardonnent, malgré l'incompréhension de ses proches. Il y a ceux qui ont le courage d'affronter celui qui leur a fait du tort, capable de le mettre à terre, ou s'humiliant davantage en échouant, mais avec la satisfaction d'avoir tenté de laver son honneur. Il y a ceux qui se taisent, gardant cette rancœur en eux, qui grossit au fil des jours, des mois, des années, apprenant à vivre avec. Et enfin, il y a ceux qui ne veulent pas pardonner, mais qui ont besoin de quelqu'un pour parvenir à se venger. Kenichiro Towamatsu fait partie de ceux-là. Ce n'est pas qu'il est faible à proprement parler, mais il veut d'abord peser le pour et le contre dans tout choix, avant de se décider vers l'un ou l'autre. C'est un indécis qui ne peut prendre une décision sans avoir un avis extérieur. Une sorte de mal dont il ne peut se défaire, qui s'est amplifié à la mort de ses parents, dont il se sent responsable. L'explosion ayant suivi l'une de ses impossibilités de choisir est due à son oubli d'éteindre le gaz. Ne sachant quel thermostat il fallait pour faire cuire le gâteau qu'il voulait préparer pour l'anniversaire de sa mère. S'en est suivi un drame quand ses parents sont revenus. Tout à la surprise de les voir revenir si tôt, alors que son indécision l'a fait laisser le gaz ouvert, il s'est précipité à leur rencontre, ayant tout juste eu le temps de les enserrer, ce qui devait être une dernière fois. Était-ce le destin malicieux? Toujours est-il qu'il fut appelé au même moment sur son téléphone par son oncle, pour qu'il l'aide à ranger la livraison du jour de son échoppe, situé un peu plus loin dans la rue. Il était à peine sorti de l'immeuble où il habitait avec ses parents quand l'explosion eut lieu. Résultat de l'allumage d'une simple cigarette de la part de son père, alors que le gaz avait envahi une bonne partie de leur appartement. Celui-ci et son épouse n'ayant remarqué que trop tard l'odeur étrange qui avait envahi les lieux. Le fait divers a fait les grands titres des journaux, parlant d'une négligence de la part du couple. Mais Kenichiro savait la vérité. Et chaque jour, il devait vivre avec cette culpabilité en lui. Seul son oncle avait fini par lui faire avouer sa faute, alors qu'il se prostrait des heures entières dans un coin du magasin, qui était devenu son nouvel habitat, auprès de cet oncle bienveillant. Depuis, cette malédiction qui le tenaillait pour ce défaut de choix n'avait fait que devenir son fardeau. Il avait fini par être persuadé qu'il n'était pas responsable de la perte de ses parents, grâce aux paroles de son oncle, devenu son tuteur légal. Mais il ressentait toujours cette peur d'agir en lui, craignant de faire le mauvais choix encore plus qu'avant, et préférant demander aux autres de l'aider à prendre la bonne décision, plutôt que de provoquer un autre drame.
Une autre erreur qui pourrait, à plus ou moins long terme, avoir des conséquences sur sa vie. Un mode de vie qui en faisait l'un de ces élèves dont presque personne ne remarque la présence dans la classe, pour ne pas savoir comment aborder les autres, à part un ou deux lui adressant un sourire de temps à autre. C'est dans ce contexte de sa vie que Kenichiro remarqua un jour une jeune fille au sein de sa classe. C'était la première fois qu'il la voyait, à son grand étonnement. Habituellement, les nouveaux venus étaient présentés par les professeurs. Mais cette fille, il ne se rappelait pas l'avoir vue donner son identité aux autres élèves. Elle semblait être un peu comme lui, à l'écart des autres, mais avec un regard vide, comme absente à ce qui pouvait se dérouler pendant les cours. Son uniforme impeccable et ses longs cheveux noirs lui tombant jusque dans le milieu du dos trahissaient le son évident qu'elle semblait avoir à son apparence. Son teint légèrement pâle et sa posture droite rajoutaient à cette impression étrange qui se dégageait d'elle. Il l'observait depuis un petit moment déjà, quand elle dirigea son regard vers lui, comme si elle avait deviné l'intérêt que Kenichiro lui portait. Un peu confus et honteux de l'avoir dévisagé de la sorte, celui-ci reprit sa position initiale, espérant qu'elle n'ait pas mal pris le fait qu'il l'ait observé de la sorte. Soudain, le professeur annonça la présence d'une nouvelle élève au sein de la classe. Celle-ci se montra devant tout le monde, affichant un sourire radieux, plein de joie de vivre. Bonjour, je m'appelle Tsugumi Shibata. Je viens d'emménager avec mon papa qui est journaliste. Je suis très heureuse de faire votre connaissance à tous. En seulement quelques minutes, Tsugumi s'était apporté l'adhésion de toute la classe, les garçons ne manquant pas de constater sa beauté ainsi que son côté kawaii, et les filles attendant avec impatience de connaître plus de détails sur elle dès la fin des cours, la considérant déjà pratiquement comme une petite sœur à part entière. Dès cet instant, la vie de Kenichiro allait changer du tout au tout, même s'il l'ignorait encore. À la demande du professeur, Tsugumi chercha un pupitre où s'installer au sein de la classe. Quelle ne fut pas la surprise de Kenichiro lorsqu'elle choisit de s'asseoir à côté de lui. Lui, le garçon invisible que tout le monde évitait, à cause de son côté taciturne qui effrayait autant qu'il intriguait. Je peux m'asseoir à côté de toi? Ça ne te dérange pas? Kenichiro bafouillait à cette demande inattendue. Non, bien sûr que non. Tu peux t'asseoir, aucun souci. Tsugumi lui offrit un sourire qui aurait pu faire fondre n'importe quel garçon. Et il sentit soudainement que lui, qui n'intéressait personne habituellement, était devenu dès ce moment le centre d'intérêt de toute la classe, par le simple fait que Tsugumi ait choisi de s'asseoir à côté de lui. Un sentiment de jalousie semblait se déverser à son encontre, pendant que son visage rougissait involontairement. Tu es tout rouge, c'est à cause de moi? Kenichiro ne savait pas quoi répondre, toujours en proie à son indécision maladive. Pourtant, il sentait qu'il pouvait contrer celle-ci, par la simple présence de la jeune fille. C'était un mélange d'assurance et de confusion qui l'envahissait. Et à dire la vérité, c'était loin de lui déplaire. Oui. Enfin, non. Je veux dire... Tsugumi sourit à nouveau, tout en cherchant à le rassurer. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Je peux comprendre. Moi aussi j'étais timide dans mon ancienne école. Je peux t'aider à surmonter ça si tu veux. Tu veux bien qu'on soit amis? Je ne connais encore personne ici et j'ai l'impression qu'on peut bien s'entendre, toi et moi. Encore un peu honteux, Kenichiro lui répondait par l'affirmative, tout heureux au fond de lui d'avoir une amie. Lui, l'éternel solitaire. Même s'il avait quelques autres amis avec qui il lui arrivait de discuter de temps en temps. Mais c'étaient des garçons. C'était différent. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait à lui. Et le fait qu'elle lui ait demandé d'être son amie, il lui donnait l'impression de passer un cap qu'il pensait ne jamais franchir. Le reste du cours continua avec cette sensation de libération pour Kenichiro, qui n'avait jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un. C'était très agréable. Dans le même temps, il aperçut l'autre jeune fille regarder dans leur direction. Elle semblait viser Tsugumi d'une manière curieuse, fronçant les sourcils, comme si la présence de cette dernière la contrariait fortement. Kenichiro ressentit comme une aura sombre se dégager alors d'elle, le mettant mal à l'aise. Puis, aussi soudainement, elle reprit sa position initiale, comme si rien ne s'était passé. À la fin des cours, Tsugumi entraîna Kenichiro avec elle. Elle lui avait dit qu'elle voulait lui présenter son père, qui devait l'attendre dehors avant qu'elle ne rentre chez elle. Kenichiro ne pouvait rien refuser à une fille qu'il avait d'emblée choisie comme amie et réveillait en lui une sensation de bien-être qu'il pensait refouler en lui pour toujours. À l'extérieur, un homme qui ne devait pas avoir plus d'une quarantaine d'années, portant une barbe de quelques jours, ouvrit grand les bras à la vue de Tsugumi. Tsugumi, alors, dis-moi, ta première journée s'est bien passée? Oui,
Je me suis même fait un ami. Un ami? Déjà? Oh, t'es bien ma fille. Toujours directe dans tout ce que tu entreprends. Tsugumi sourit à son père, puis prit la main de Kenichiro. Le voilà. Je te présente Kenichiro-chan. Kenichiro-chan, je te présente mon papa. Il s'appelle Hajime. C'est le meilleur des papas. Hajime semblait gêné par les paroles de sa fille, et arbora un grand sourire. Je ne suis qu'un papa parmi tant d'autres, tu sais. Puis, s'adressant à Kenichiro, Enchanté de faire ta connaissance, Kenichiro-kun. Moi de même, Hajime-sama. la conversation s'engagea sur un peu tout et rien, échangeant leurs passions. Hajime parlant de leur quotidien, l'obligeant à souvent faire changer sa fille d'école. Ce pourquoi il était très heureux qu'elle se soit déjà fait un ami. Quand Kenichiro demanda pourquoi il se déplaçait autant, le visage d'Hajime changea d'expression, ne semblant pas quoi dire. Tu peux lui en parler, j'ai confiance en lui. Puis elle rajouta. Il était là, je l'ai vu dans la glace. Je vois. Tu crois vraiment que je peux lui en parler dès maintenant? Je sais que ce n'est pas vraiment un secret, mais tu es sûr de toi? Totalement sûr. Le visage d'Hajime redevint alors radieux, et il expliqua à Kenichiro que comme sa fille avait déjà dû lui dire, il était journaliste. Il enquêtait sur un certain site web qui n'apparaîtrait qu'après les 12 coups de minuit. Un site où on peut inscrire le nom d'une personne dont on veut se venger. Après cela, une fille vient rendre visite à la personne et lui propose une poupée, dont la couleur peut varier suivant lequel de ses serviteurs l'incarne, mais toujours porteuse d'un fil rouge. Si l'on défait ce fil, le pacte est accepté. Et la fille des enfers, telle que Hajime l'a désignée, se chargeait d'exécuter la vengeance. Mais cela avait un prix. Une fois la vengeance accomplie, celui ou celle qui a pactisé se voit porteur d'une marque indélébile. Et à sa mort naturelle, le porteur de la marque sera lui aussi entraîné en enfer. Hajime lui indiqua que cette fille s'appelait Aienma. Elle était souvent accompagnée de 3 serviteurs. Un vieil homme, une femme et un autre homme plus jeune. Il l'aide dans l'accomplissement de la vengeance à accomplir. Hajime lui demanda de ne jamais faire appel à eux. Se venger n'apportait que souffrance, et le prix à payer pour cette vengeance était trop lourd. Il s'était donné comme mission de prouver l'existence d'Ai, et de mettre fin à ses actes. Précisa à Kenichiro que si elle venait à entrer en contact avec lui, ou s'il apprenait que quelqu'un l'avait fait, de le tenir au courant, et de ne surtout pas défaire le fil rouge, et même de lui apporter la poupée. Cela lui servirait de preuve. Kenichiro donna son accord, même s'il avait encore un peu de mal à croire à tout ça. Un site où on pouvait se venger, la fille des enfers, un pacte, tout ça semblait un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins, il ne voulait pas faire de peine à Tsugumi. Par la suite, cette dernière et son père finirent par prendre congé, et le laissèrent seul. Tsugumi lui souhaitant une bonne soirée, et qu'elle avait hâte de le revoir dès demain. Ce qui fit à nouveau rougir Kenichiro. Une fois parti, il se remit à penser à tout ce que Hajime lui avait dit, malgré tout. Au moins, il savait que cette jeune fille étrange dans la classe s'appelait Ai. Mais de là à croire qu'elle puisse venir des enfers, au même moment, son regard fut quelque peu attiré par le trottoir en face. Ai était là, semblant le fixer, l'air impassible, ce qui eut pour effet de le faire se sentir mal à l'aise. Il observa un moment à son tour, et finit par repartir vers le magasin de son oncle. Alors qu'il eut disparu au travers des rues, Ai se fit rejoindre par 3 personnes. Encore lui? Pendant combien de temps encore il va nous suivre? Ça devient lourd à force. On devrait peut-être s'en occuper, lui donner la peur de sa vie. C'est Shibata après tout. Doucement, vous deux. Notre mission, c'est de faire en sorte que les vengeances demandées s'accomplissent. Pour le reste, c'est du ressort de la jeune maîtresse. Ouais, je sais. Mais cet empêcheur de vengeance commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Je comprends ce que vous ressentez. Il m'est moi-même difficile de me retenir de ne pas le faire brûler, comme j'ai fait brûler ceux qui m'ont enterrée vivante. Mais vous savez tout comme moi qu'il ne peut rien faire contre nous. Et à dire la vérité, ce n'est pas lui qui m'inquiète le plus. Tsugumi et sa fâcheuse tendance à savoir où nous nous rendons et avec qui nous voulons prendre contact me pose bien plus de soucis. Oui, il faudra que l'on prenne un jour une décision envers elle, avant que ce soit l'araignée qui s'en charge. Ce qui aurait pour effet qu'elle ait plus de pouvoir contre la jeune maîtresse. Hors de question que ça arrive. J'ai déjà du mal à supporter la manière dont elle nous regarde, comme si on n'était que des mouches, prêtes à lui servir de repas. En ce qui te concerne, Ren, tu es tellement nerveux que tu pourrais lui donner des aigreurs d'estomac. Très drôle, On. Ne vous en faites pas. L'araignée n'aura pas l'ascendant sur moi. Jamais. Quant à Hajime et Tsugumi,
je prendrai une décision les concernant, après la prochaine vengeance à accomplir, ce qui ne saurait tarder. Kenichiro sera bientôt face à moi. Donc, préparez-vous à intervenir dans très peu de temps. À ces mots, les 3 comparses d'Aï se mirent à sourire. Un sourire rempli de satisfaction et d'impatience. Puis le petit groupe disparut dans les ténèbres du soir. Pendant ce temps, Kenichiro était arrivé devant le magasin de son oncle, là où il vivait. Mais son sang sembla se glacer en voyant qu'un autre homme était dans la boutique, avec lui. Un homme qu'il ne connaissait que trop bien. Un membre de la mafia locale, qui se faisait appeler un protecteur. L'oncle de Kenichiro devait verser une partie de ses maigres recettes à cet homme pour ne pas voir sa boutique prise dans un incendie, ou noyant dans des gerbes de sang. Il détestait cet homme arrogant, qui prenait un malin plaisir à terroriser son oncle à chaque fois qu'il venait, se permettant même de faire son marché gratuitement. Et son oncle ne pouvait rien dire, sous peine que celui-ci en réfère à son patron et ordonne des représailles. Et puis, il vit que ce soir, l'homme de main passa un cap de violence, mettant son oncle au sol, le rouant de coups. L'oncle de Kenichiro pissait le son, hurlant de douleur. Kenichiro entra en trombe dans le magasin, criant à l'homme de laisser son oncle tranquille, ce à quoi son oncle indiqua de ne surtout pas intervenir. Que c'était sa faute. Il était en retard pour payer la caution de protection. L'homme s'arrêta, réitérant à l'oncle de Kenichiro ses obligations de payer, s'il ne voulait pas avoir des ennuis. Puis partit, sans emporter au passage un pack de bière. Kenichiro aida son oncle à se relever, puis l'emmena dans sa chambre, située au premier étage, au-dessus du magasin, le soigna et l'aida à se coucher. Après avoir fermé la porte de chambre, laissant son oncle s'endormir, Kenichiro sentit son sang bouillir. Il savait que son oncle était incapable de payer la somme demandée. Les clients étaient rares en ce moment, et si son oncle payait, il ne leur resterait plus rien pour vivre. Cette situation était intenable, et il se demandait comment en sortir. Puis il se rappela ce dont lui avait parlé le père de Tsugumi, la fille des enfers. Pour Kenichiro, submergé par la colère, c'était la solution pour que son oncle n'ait plus à subir le racket dont il était la victime. Sans trop réfléchir, il s'installa devant l'ordinateur de sa chambre et chercha le fameux site. Mais il se rappelait que celui-ci n'apparaissait qu'après les 12 coups de minuit. Il attendit donc l'heure fatidique, se faisant manger avant de lire quelques mangas, histoire de se calmer un peu. Puis vint l'heure attendue. Kenichiro se retrouva sur le site, composé d'une page noire, où brillait une barre de recherche en son milieu. Au-dessus de cette barre figurait le message suivant. « Nous vous vengeons, en votre nom ». Kenichiro inscrivit le nom de la personne d'où il voulait se venger. Il le connaissait bien, puisque ce dernier se vantait suffisamment d'appartenir à une grande famille du banditisme, en l'indiquant à chaque fois qu'il venait prélever son dû. Kenichiro, pour une fois, n'hésita pas une seconde, déterminé à faire cesser ce calvaire à son oncle, et valida la demande en cliquant sur le bouton d'envoi. Mais rien ne se passa dans l'immédiat, et il laissa échapper un petit rire, comme pour se dire à lui-même qu'il était vraiment idiot de croire qu'une telle chose puisse exister. Le courrier des enfers. Quelle blague, se disait-il. Et puis, il sentit comme une présence derrière lui. Il se retourna, et il la vit. Aienma, la fille des enfers, toujours habillée de son uniforme d'écolière. Soudain, sa vue se troubla, et l'instant d'après, il se retrouva dans un paysage étrange, aux couleurs oscillant entre le rouge et l'orangé. Il se frotta les yeux et aperçut Ai devant lui, au pied d'un cerisier en fleurs, dont les pétales étaient balayés par un vent invisible. Elle s'adressa alors à Kenichiro. « Je m'appelle Aienma. Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» Kenichiro n'osait rien dire, pendant qu'Ai s'avançait vers lui, tenant une sorte de poupée de paille, ornée d'un fil rouge, tel que lui avait décrit Hajime. « Cet endroit est l'enfer. Je t'ai emmené ici afin que tu aies un aperçu de ce qui t'attend, une fois que tu auras scellé le pacte qui nous liera. Es-tu toujours décidé à te venger ?» Kenichiro, encore un peu sous le choc, acquiesça de la tête. Puis Ai lui tendit la poupée de paille. « Vas-y, prends-la. Si tu veux vraiment obtenir réparation, tu n'as qu'à dénouer la ficelle. Une fois le nœud défait, tu seras lié à moi par contrat. Je te vengerai. J'enverrai ton ennemi en enfer. Mais tu dois savoir une chose. Une fois la vengeance accomplie, tu me devras une compensation. 2 tombes pour une malédiction.
Quand viendra le jour de ta mort, ton âme ira aussi en enfer. Tu seras condamné à errer pour toujours, meurtri par 1000 souffrances, et jamais il ne te sera possible de connaître le paradis. Tu ne connaîtras que l'enfer. À toi de décider du reste. Kenichiro prit la poupée de paille dans ses mains, toujours incapable de proférer le moindre mot, observant la ficelle rouge qui signifierait le point de départ d'un changement radical de son mode de vie. Ai reprit. Je te laisse réfléchir, mais n'oublie pas, une fois ta décision prise et le fil dénoué, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le pacte sera scellé, je te vengerai, et ton âme sera destinée à finir ici, en enfer. L'instant d'après, il y eut un nouveau flash, et Kenichiro se retrouva dans sa chambre, en proie à 1000 questions. Alors tout ça n'était pas une blague, c'était bien réel. Aienma, le pacte, la poupée, les enfers, cela faisait beaucoup emmagasiner dans son cerveau. Ai lui avait dit qu'il pouvait réfléchir. Tant que le fil rouge n'était pas délié, il avait encore la possibilité de renoncer à la vengeance. Mais cela signifierait que son oncle subirait encore les coups de son racketteur. Peut-être pire encore. Il se retrouve à nouveau face à son vieux compagnon de voyage. Le doute, l'indécision. Pour le moment, il avait besoin de dormir. Demain, il pourrait réfléchir à tout ça. Les jours suivants, Kenichiro en était encore à se demander si accepter de finir en enfer pour se venger était valable. La présence d'Ai dans la classe, avec toujours son air impassible, ne faisait que renforcer son doute, se demandant s'il n'allait pas faire une erreur qu'il regretterait. Et puis, il se passa un événement qui allait renforcer encore plus ce sentiment. Tsugumi vit la poupée dans le sac de Kenichiro. Tu as rencontré Ai malgré ce que mon père et moi t'avons dit sur elle? Tu n'es qu'un imbécile! Kenichiro se sentit comme un petit garçon face aux remontrances de Tsugumi. Je sais bien, mais mon oncle, cet homme qui le harcèle, je ne supporte plus cette situation. Et tu crois qu'aller en enfer est la meilleure solution? En faisant ce choix, tu ne vaux pas mieux que la personne dont tu veux te venger. À ce moment, Tsugumi vit que le professeur regardait dans leur direction. Il s'adressa à nouveau, à voix plus basse, à Kenichiro. On reparlera de ça dehors, avec mon père. Kenichiro sentit que Tsugumi était en colère. En contactant Ai, il n'avait fait que s'attirer la colère de la seule amie qu'il avait. Et se sentait encore plus mal qu'avant. À la fin des cours, Tsugumi expliqua la situation à son père. Kenichiro-kun, pourquoi? Nous t'avions pourtant mis en garde. Se venger n'est pas la bonne solution. Ne fais pas comme ceux qui ont laissé leur destin entre les mains d'Ai avant toi. Tu vaux mieux que ça. J'en suis persuadé. Je ne vais pas te demander de me donner la poupée aujourd'hui, mais réfléchis bien à ce que le fait de dénouer le fil implique. L'éternité plongée dans la souffrance après ta mort, c'est vraiment ce que tu veux? Je ne sais pas. J'ai agi sous le coup de la colère. Mon oncle était à terre, j'ai cru qu'il allait mourir à cause de cet homme. Je comprends ça, crois-moi, Kenichiro-kun. Mais en faisant ça, en dénouant ce fil, tu deviens un meurtrier. Repense à ça. Dès que tu seras persuadé de faire le bon choix, et je suis sûr que tu le feras, donne la poupée à Tsugumi. Nous saurons quoi en faire. Et surtout, j'aurai la preuve qu'elle existe, et j'aurai les moyens de la combattre plus efficacement. Tu me promets d'y réfléchir sagement? Oh, oui, je vous le promets, Hajime-sama. Hajime fit alors un grand sourire, et Tsugumi fit de même, avant de lui apposer un baiser sur la joue, et de partir avec son père. Ce dernier s'adressa à nouveau à Kenichiro. Souviens-toi, tu m'as promis, Kenichiro-kun. Kenichiro observait Hajime et Tsugumi partir. Puis il regardait la poupée de paille dont la tête ressortait de son sac, repensant à ce qu'avaient dit Ai, Hajime et Tsugumi. Il avait encore la tête pleine de questions. Quand soudain son téléphone se mit à sonner. Au bout du fil, il entendit son oncle hurler. Le racketteur était revenu, faisant pleuvoir les coups. Son oncle avait dû essayer de téléphoner, mais il avait dû faire tomber le combiné à cause des coups portés. Kenichiro entendait toute la scène. Il se rua en direction du magasin de ce dernier, les larmes aux yeux, pendant que plus loin, Ai, Ren et On l'observaient. Tu crois qu'il va prendre la décision qu'il faut? S'il veut que son oncle vive, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Sinon, il passera le reste de sa vie à regretter de ne pas avoir choisi suffisamment vite. C'est à lui de choisir son destin. Nous ne sommes que ceux qui lui ont donné le moyen de prendre le chemin qui lui semble le plus logique. Kenichiro arriva au magasin pour y voir son oncle, maculé de sang, ses yeux à demi fermés par les coups, son bras droit semblant ne plus pouvoir bouger, sans doute parce qu'il était brisé. Il cria à l'homme d'arrêter, de laisser son oncle tranquille. Ce dernier se mit à ricaner, continuant de frapper son oncle au sol, et demandant qu'est-ce qu'un gosse pouvait bien faire face à un adulte.
et homme de la mafia, qui plus est, qu'il ferait mieux de la fermer. Il s'estimait heureux qu'il ne le frappe pas aussi. Les larmes remplies de colère, Kenichiro sortit la poupée de paille de son sac, lâchant celui-ci au sol, et sans hésiter, dénoua le fil rouge. La poupée se désagrégea alors, ses morceaux devenant de la poussière s'élevant dans le ciel. Au même instant, le sceau du pacte se grava sur le bras droit de Kenichiro, pendant que Ren et On, installés en face du magasin, virent leur visage se marquer d'un sourire. Peu après, paré d'un kimono coloré, amené par Wanyudu des enfers, Ai apparut à leur côté. La vengeance sera accomplie. Dans le magasin, l'homme vit sa victime se volatiliser d'un seul coup, pendant que les murs de la boutique changeaient de forme, semblant fondre, les étagères s'écroulant. Paniqué, l'homme se dirigea vers le fond du magasin où se trouvait une femme habillée d'un kimono, lui demandant de le suivre. Venez, la sortie est par là. L'homme demandait à la femme qui elle était, indiquant que c'était la première fois qu'il la voyait ici. Puis, tout souriant, il rajouta qu'il appréciait l'aide, et qu'il voyait bien de quelle manière la remercier, avant de franchir la porte. Mais devant lui, il n'y avait qu'un long couloir au fond duquel se trouvait un mur, sans la moindre possibilité d'aller plus loin. Il se retourna, voulant demander ce que ça signifiait. Vous voyez ce mur? C'est comme les faux espoirs que vous donnez à vos victimes. Leur faire croire qu'ils pourront vivre, alors que vous savez déjà quel sera leur sort. Alors, sous ses yeux, la femme se transforma, révélant ses os sortant de son corps, faisant tomber la chair au sol. Terrorisé et s'enfuyant, l'homme cherchait malgré tout une issue en courant dans le couloir, suivi par le squelette vivant. Puis une porte sembla se dessiner sur un côté du mur. D'où sortirent deux hommes, l'un jeune, l'autre plus âgé, lui faisant signe de le suivre. Venez avec nous! Vite! Sans se faire prier, l'homme suivit les deux hommes. La porte se referma derrière lui, le plongeant dans le noir. Il appela, espérant que ses deux sauveurs l'aident à se diriger. Puis il sentit des liens s'enrouler autour de ses bras et ses jambes, et il fut propulsé vers un mur où se trouvait dessinée une cible géante, pendant que la pièce s'illuminait, révélant les deux hommes qu'il avait sauvés devant lui, revêtus de costumes de gangsters comme ceux qu'on en voit dans les vieux films policiers. Lui se trouvait plaqué et attaché contre cette cible géante, sans pouvoir parvenir à se libérer de ses liens. Il entendit alors les deux hommes parler. Je parie que j'utiliserai moins de balles que toi pour lui éclater la tronche. Vantard. J'utilise peut-être plus de balles, mais les miennes font plus mal. Ah ouais. Eh ben on va voir qui lui fait le plus mal. Là-dessus, les deux comparses tirèrent une pluie de balles sur l'homme, dont le corps se para de dizaines de trous sur tout le corps, déchiquetant ses bras, ses jambes, faisant tomber ses oreilles à force de recevoir des balles, pendant qu'il hurlait de la douleur ressentie et qu'il sentait sa vie s'enfuir de lui, ses yeux se fermant. Quelques instants plus tard, il se réveilla au même endroit, toujours attaché à la cible, mais sans la moindre trace de balle sur lui, comme si rien de ce qu'il avait vécu n'était arrivé. Il releva la tête, puis vit une jeune fille habillée d'un kimono de cérémonie, portant des décorations florales. Elle s'adressa alors à lui. Pauvre âme égarée dans les profondeurs des ténèbres, tu fais le mal et méprises ton prochain. Ton âme est à jamais souillée par le crime. Veux-tu goûter à la mort? Elle étendit son bras droit, et de son kimono sortit les mêmes motifs ornant les autres parties de l'habit, recouvrant toute la pièce, jusqu'à ensevelir l'homme de ses couleurs. L'instant d'après, il se retrouva au milieu d'une barque, la jeune fille en face de lui, faisant avancer la barque sur un fleuve paré de dizaines de lampions, alors qu'il se dirigeait vers un portique devant eux. Encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, l'homme demanda où il était, et ce que tout cela signifiait. Pour toute réponse, Ai se contenta de cette phrase. La vengeance a été accomplie. Les enfers t'attendent. Peu après, Kenichiro, ayant vu l'homme qui rackettait son oncle disparaître sous ses yeux, se dirigea vers son oncle, afin de vérifier que celui qui l'avait élevé depuis la mort de ses parents était toujours en vie. Une fois rassuré de ce fait, il appela une ambulance qui arriva rapidement et l'emmena à l'hôpital le plus proche. 2 jours plus tard, Kenichiro revint en cours, qu'il avait délaissé le temps d'être sûr que son oncle survivrait de ses blessures. Entre-temps, il avait trouvé un acquéreur pour la boutique, afin que son oncle n'ait plus à subir d'autres éventuels racketteurs. L'argent de la vente leur permettrait de déménager dans une demeure où ils pourraient vivre sans craindre pour leur vie de la part d'autres hommes du même type. En cours, Kenichiro s'asseyait à sa place habituelle, où se trouvait déjà Tsugumi, qui s'était inquiété de son absence. Il la rassura, en lui disant que tout était fini, et qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter d'Ai. Tsugumi remarqua alors la marque sur le bras de Kenichiro,
et comprit que ce dernier avait finalement fait le choix de dénouer le fil rouge de la poupée. Elle comprenait mieux l'absence d'Aïe dans la classe, mais ne dit rien, et respectant le choix de son ami. Mais elle savait aussi que cet échec signifiait pour elle de partir à nouveau, afin de continuer la quête de son père. Elle apprit par la suite ce qui s'était passé. L'oncle de Kenshiro, l'homme de la mafia, le séjour à l'hôpital, et comprenait le choix de son ami. À dire la vérité, même si elle respectait le combat de son père, en entendant le récit de son ami, et en voyant la mine réjouie de celui-ci, malgré le fait qu'il savait qu'il irait en enfer, lui aussi, elle ne pouvait s'empêcher de penser que son geste avait permis de sauver une vie, qui ne méritait pas de mourir sous les coups d'un bandit sans scrupules, ni morale. Et elle se demandait même si finalement les actions d'Aïe étaient si mauvaises que cela. Peut-être qu'elle et son père se trompaient sur son compte, que son rôle était nécessaire, qu'une certaine justice puisse équilibrer le monde des hommes. Mais pour l'instant, elle préférait ne pas penser à tout ça, et elle se contentait de profiter des quelques jours qui lui restaient à profiter de la compagnie et l'amitié de son ami, avant qu'elle parte à nouveau sur les traces des prochains clients d'Aïe et ses comparses.